Bonjour à tous et à toutes. C'est le temps d'une bière. Le temps qu'on prend pour parler de la bière, du temps et des gens qui boivent de la bière, qui n'en boivent pas, mais surtout des gens dans l'histoire. C'est une histoire sociale à travers les différents nutriments et les différents aliments qu'on prend. Et aujourd'hui, on a un épisode particulier. Tous les épisodes qu'on fait sont particuliers, évidemment, n'est-ce pas? C'est le but d'un épisode. Ben voilà. Ça, puis avoir du plaisir aussi. Ah, excellent. Du plaisir houblonné si possible. Oui, oui, oui. Mais pour être honnête, on accepterait aussi du café, on accepterait aussi de l'eau. C'est juste que ça n'a pas été encore la priorité jusqu'à date. Mhm. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas qui nous écoutent encore, je suis avec Alain Geoffroy en ce moment, qui est copropriétaire des Brasseurs du Temps, ici à Gatineau. Et puis, Alain, comment ça va? Ben, ça va bien. Ça Oui. va très, très bien, PO. Une super belle journée, Mhm. un beau début d'été. Et qui dit été, dit terrasse, dit Ouh, bière, qui dit oui. bière, dit plaisir. Alors voilà, ça va très bien. Et vous, vous avez une méchante belle terrasse en Ben, merci, plus. oui, je pense. En fait, c'est. Là, ça va être notre. En fait, c'est notre 13e année. Là. Mhm. On a ouvert nos portes au mois de mai 2009. Et après 13 ans, là, ce qu'on se dit, en fait, ce que j'écoute les gens qui parlent, et puis il y a trois choses qu'on retient du BDT souvent. Bon, tout le monde connaît ou était au BDT à un moment donné, mais effectivement, je dirais dans l'ordre, c'est la terrasse, Ouais. hein, l'horloge. Les gens qui ont fait l'horloge. J'ai Oui, survécu à oui, l'horloge. oui, Alors, oui, oui. l'horloge, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est notre petit plateau de dégustation. Tu sais, Oui, quand tu oui, vas oui. dans un bar, une brasserie, on te demande, bon, tu veux goûter, échantillonner quelques bières, bon, on te donne de 3 à 5 bières là, Ouais. sur une palette de dégustation. Nous autres, BDT, c'est 12 bières, les 12 heures de... on reste dans le concept du temps. Alors, on a appelé ça l'horloge. Alors, ça donne vraiment Ouais. un bon échantillonnage de nos produits. Et la troisième chose, qui est malheureusement pas disponible en ce moment, mais c'est la salle en bas. Là. On a Mhm. notre salon de dégustation où les gens avaient des parties privées, des réceptions, des Oui, je m'en célébrations. Et souviens, puis, ouais. j'ai célébré le 30e anniversaire d'un de mes amis, ça a fini en karaoké, Ouais, c'est-à-dire en folie extrême. ben, c'est ça. C'est comme les gens font ce qu'ils veulent, c'est privé. Alors, Ouais, une petite terrasse attenante aussi. Alors, c'est assez, on espère la rouvrir bientôt. Mais en fait, c'est les trois choses, ouais. là, quand on pense brasseur du temps, là, en plus, bon, évidemment, du resto puis des bières, tout ça, là, mais comme concept, là, donc, on digresse un peu, mais je pense que Ah, mais c'est c'est très correct. fréquent ici. Mais écoute, je Mais sais pas, je sais pas si je devrais dire merci. mais c'est parce qu'on parlait de la terrasse, Ben oui. l'été, tout ça, puis Ben effectivement, justement, oui. ça nous amène à la bière qu'on boit. Je crois comprendre qu'on boit une bière du BDT en ce moment. Oui, en fait, c'est la pied du courant. Je pense que le thème, en fait, c'est pas moi de présenter le thème de la soirée, mais Mhm. on parle des IPA. Et puis, Ben je c'est m'étais ça. dit, ouais, ça, c'est une IPA. C'est une de nos bières originales là, Mhm. qu'on a conçue assez tôt dans notre histoire parce qu'on a développé différentes bières, des créations. À chaque année, on a des nouvelles bières, mais celle-là a au moins son 10 ans. Et BDT, nous autres, ce qu'on voulait faire à la base, c'est ce qu'on veut encore faire comme positionnement. Ben, tu sais, bon, juste revenir un peu sur l'histoire, mais on en a déjà parlé quand on a parlé, bon, de l'histoire des BDT, mais Mhm. on veut revenir au style classique. Et donc, notre IPA, les gens, quand on parle de IPA, parce qu'on va parler beaucoup de IPA ce soir, on a tendance à penser IPA nord-américaine. Hein? Ouais. Et je reviendrai un peu plus tard, mais les IPA ne sont pas nord-américaines à la base. Les Mhm. IPA existaient avant. Les IPA, c'est India Pale Ale ou Indian Pale Ale, comme on veut. Mais nous, l'IPA, à l'origine, était anglaise, était développée en Angleterre. Et, euh, et donc, les IPA qu'on goûte en ce moment, typiquement, surtout quand on parle des New England IPA, les NEPA, Mhm. n'est pas une IPA réellement. Touche. On est très, très loin de l'IPA originale anglaise. Ouais. Alors, c'est pour ça que je tenais à amener ça, pour revenir un peu à l'origine du produit. Alors, vous voyez déjà dans la couleur, cette IPA-là est beaucoup plus... bon, beaucoup plus foncée, brune, caramel un peu, De alors que, Malte. C'est effectivement, ça, c'est alors maltais. qu'aujourd'hui, on la prend, elle est généralement plutôt blonde. Mhm. Puis on joue sur les houblons, alors que la IPA traditionnelle était assez foncée. Puis je reviendrai encore un peu plus tard tantôt. Et on est, comme tu viens de le dire, on est sur des bases
plus malté, plus de Mhm. céréales. Il y a un houblon aussi, là, mais on parle d'équilibre céréales, caramel, alors ça va avec la céréale, et le houblon. Et le houblon était plus subtil. À la Ouais. base, c'est un houblon, en fait, anglais, que ce soit bon, Fuggles ou autre, mais un houblon qui est moins prononcé, moins tropical ou fruité que les Mhm. houblons du Nouveau Monde, les houblons nord-américains Mhm. qu'on s'est habitué à avoir ou à boire dans les IPA. Mhm. Euh, ça veut-tu dire plus ou moins aromatique? Souvent, l'arôme, c'est comme un peu une catégorie à part de saveur. Ouais. Moi, j'aime considérer la dégustation dans son ensemble. Alors, l'arôme Mhm. fait partie de la dégustation. Moi, je te dirais que l'arôme va toujours être là. C'est quand même une ale à la base, donc une bière qui a plus d'ester, qui a plus de parfum, d'arôme. C'est des arômes qui vont être différents, par contre. C'est conséquent avec ce qu'on va goûter. Si la bière est plus maltée en bouche, elle va sentir un peu plus les céréales. Mhm. Et puis, bon, les houblons, c'est ce qui est un peu différent, c'est qu'on ne sent pas le même. C'est pas le même profil de bière que Mhm. les IPA nord-américaines ou les IPA plus modernes, je dirais. Là, on a quelque chose d'un peu plus boisé, caramel, Ouais. un peu plus lourd quelque part, Ouais. mais sans pour autant que ce soit pas désaltérant, tu sais, à cause d'une fin qui est assez sèche, qui est assez, mais différente, différente. C'est la première chose que j'ai remarqué avec la bière, au-delà du malt, un léger petit côté épicé au début. Mhm. Je sais pas si c'est mes papilles gustatives qui se disjonctent, mais tu sais, j'ai remarqué Non, qu'elle non. était épicée. Puis ce que je préfère, c'est définitivement la fin sèche. J'ai fait une bière à un moment donné qui était à base de... je pense que la levure, c'était du lemon drop. Mhm. Et puis, c'était passionnément agrumé. Tout est fait pour optimiser le goût de sécheresse. Puis, c'était pas ma meilleure bière, mais c'était une des plus pintables. OK. Ouais, Puis ça, c'est c'est ça. une des... Ben, c'est ce qu'on veut un peu avec Mhm. les IPA, surtout nord-américaines aujourd'hui, c'est que c'est des bières de soif, des bières Ouais. tu sais, qui sont pintables, comme tu dis, là, beaucoup Mhm. plus. Quoique c'est drôle parce qu'on dirait que ça change. C'est en train d'évoluer la IPA comme une espèce de kaléidoscope de toutes les Ah! identités brassicoles multiples et intersectionnelles. Un peu comme, je sais pas moi, un miroir des goûts changeants de la société. Puis ça, je pense que c'est une réaction au rôle qu'a commencé à prendre la IPA dans les brasseries. Mettons qu'on fait un grand pas historique vers en Oui, arrière, oui, là. oui. Pendant les premiers millénaires dans lesquels on a fait de la bière était un peu à mi-chemin entre un porridge puis une espèce de soupe. Oui. Mhm. Après ça, il y a eu du raffinement. On a surtout bu des ales brunes Mhm. à 2 à 4% d'alcool. Oui, oui. Mario en a parlé, oui. Puis après ça, on a bougé vers les pils, les bières de soif par excellence. Et puis, il y a des ales brunes qu'on a commencé à chipper ailleurs à l'autre bout du monde, en Inde, Mhm. qui avaient plus de houblon. Et puis là, ça m'amène à ma prochaine question envers toi, Oui. parce que moi, je suis troublé. Je suis mélangé, parce que OK. j'entends deux histoires. J'entends que la IPA est un phénomène moderne, Mhm. que ça date en fait des microbrasseries et que à cause de ça, ça n'a pas vraiment rapport avec la bière originale, Mhm. avec la première bière originale anglaise. Donc ça, c'est une histoire que j'entends. Puis l'autre histoire que j'entends, c'est qu'en réalité, ce qui distingue la Pale Ale, la IPA, pardon, c'est juste qu'il y a toujours eu pas mal plus de houblon. Donc ça a toujours été quelque chose de très différent. Tu Oui, comprends? oui, oui. Moi, je suis coincé entre ces deux Oui. histoires-là. Ben, écoute, c'est intéressant, puis je vais essayer de te décoincer un peu. Merci, c'est gentil. En fait, l'IPA, j'aimerais ça qu'on reparte un peu pour remettre l'IPA en Mhm. contexte. Je sais que tu as parlé à un moment donné dans un de tes balados de l'histoire de la bière anglaise, puis avec beaucoup d'histoire là-dedans. Puis bon, je ne veux pas revenir là-dessus nécessairement, mais la bière qui était traditionnellement la bière populaire, on parle du 17e, 18e en Angleterre, c'était la porter Mhm. ou le porter.
OK? C'était la bière qu'on servait à Londres, que les gens... C'était une bière de dégustation, une bière de soif, même si la bière était noire. C'était une porter. En fait, elle s'expliquait être noire. Et Mario en avait parlé à ce moment-là aussi. C'était la façon de chauffer le grain. On se servait de charbon, de coke, là, qui est un dérivé du charbon. Et ça brûlait finalement le grain et ça donnait ce petit goût rôti, café, de torréfaction. Mais c'est malgré tout, et puis vous prenez une Guinness aujourd'hui, une stout, n'importe quoi, pas parce qu'elle est noire qu'elle est lourde nécessairement. Ouais. C'est une bière assez rafraîchissante, mais il y a déjà une amertume de grain de torréfaction. Comme le café est amer, la stout ou le porter est amer. Et à un moment donné, on a réussi à raffiner les techniques de séchage de grains dans le processus de maltage. Et on a eu un grain plus pâle. OK? Ça, c'est une partie, là, quand on a commencé à parler de Pale Ale, parce qu'il était plus pâle que le porter qui était noir, qui était foncé. Ouais. Et en fait, le terme qui aurait dû, sans aller trop dans l'étymologie des mots, mais ça aurait dû être une Pale Ale, parce qu'on a tendance ici, surtout dans notre concept, en fait, c'est drôle, une Pale Ale, maintenant, tu regardes ça, on veut traduire les mots, être très correct avec la langue, c'est marqué bière blonde. Pale Ale, bière blonde. Ouais, Alors qu'à l'origine, ouais. la Pale Ale devait être une Pale Ale. Elle n'était pas blonde, elle était rousse, elle était assez foncée quand même. Elle était juste pas noire ou pas brune très foncée, mettons. C'est ça. Alors, Pale Ale était pâle par rapport au porter qui était la bière du peuple. Et à un moment donné, on a été plus loin. On a créé à l'extérieur, un peu au nord de Londres, en fait, à Burton, qui est un petit village sur le bord du Trent, la Burton Pale Ale. Donc, on donnait le nom de la région, souvent des bières à la recette sur place. Donc, comme en Allemagne, il y avait les bières de Cologne qui étaient les Kolsch, les bières, bon. Et ici, on a dit, c'est une Pale Ale de Burton. Puis, elle était différente un peu des autres Pale Ale qu'on brassait ailleurs au pays avec les nouvelles techniques de maltage. Cette bière-là était plus houblonnée. Et était un peu plus claire. Pourquoi? Parce qu'on allait puiser l'eau du Trent, Burton-upon-Trent, et cette eau-là avait des caractéristiques différentes. C'était une eau qui était plus minéralisée, il y avait du gypse et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Des sulfates dans cette eau-là qui faisaient en sorte que le houblon ressortait plus, pas parce qu'on en mettait plus, mais juste parce qu'on se servait naturellement de cette eau-là dans la recette, parce que les brasseries, dans ce temps-là, et puis tu prenais l'eau qu'il y avait, puis ça avait une influence. La bière, c'est 90%, 95% en Angleterre et plus d'eau. Donc, c'est important, l'eau, dans la recette, mais on prenait l'eau qu'on avait. Là, on n'avait pas les moyens à ce moment-là de transformer, de donner à l'eau le profil qu'on voulait pour la recette de la bière. Alors, le fait de prendre l'eau du Trent, qui avait ces caractéristiques-là, a changé le profil de la bière. Et du jour au lendemain, la Pale Ale de Burton a connu un succès assez incroyable. Elle était beaucoup plus sèche, plus claire. C'était devenu la nouvelle Pale Ale. Là, il y a eu bien des brasseries qui se sont installées pour aller têter l'eau du Trent pour faire la Pale Ale de Burton. Aujourd'hui, en fait, encore, il y a une expression anglaise, on dit, parce qu'on peut traiter l'eau là, pour avoir le profil voulu, on dit Burtonize the water, là, donner les sels de Burton. Ah oui, c'est devenu une expression consacrée pour les brasseurs. Oui, alors on traite l'eau de brassage en ajoutant du gypse ou différents minéraux pour donner ce profil d'eau-là plus dur qu'on veut pour la bière. Petite parenthèse, est-ce qu'on a le droit, nous, de créer une nouvelle expression en français, têter du Trent, pour dire genre, aller s'installer là où il y a des bonnes ressources, mais là où est-ce qu'il y a déjà quelqu'un? Oui, c'est qu'on a les moyens maintenant, c'est moins compliqué de transformer l'eau directement d'où on est, là, puis de payer ton loyer moins cher que d'aller t'installer là-bas. Un petit fait qui est important, parce qu'on parle d'histoire, maintenant on avait la Pale Ale de Burton. Il y a une compagnie qui s'est installée, qui a été un peu avant-gardiste là-dessus, qui a commercialisé la Pale Ale de Burton, c'était Bass.
hein, la compagnie Bass, on la connaît. Ouais. Puis essayez de vous rappeler, tout le monde a déjà bu une Bass. Elle est rousse, la Bass. Elle est vraiment rousse, puis c'est une perle ale, là. Alors, c'est pas une bière blonde. Et Bass, a grossi, c'est dû à ce succès-là, mais aussi par le fait qu'ils aient établi, eux autres, un premier réseau ferroviaire. On est au début de la révolution industrielle, hein? On est en plein dans la révolution industrielle. On a les moyens de produire et on commence aussi à exporter beaucoup de produits, en fait, exporter de la région pour la rendre nationale, nationaliser des produits. C'est la création des grands marchés nationaux où est-ce que tout d'un coup, un petit village peut vendre dans une grosse ville à des centaines de kilomètres. Oui, et pourquoi? Entre autres, Bass a beaucoup investi dans le réseau ferroviaire. Alors, par la voie ferrée, a pu amener la bière de Burton un peu partout en Angleterre. Y compris à Londres. Et y compris à Londres, effectivement. Et là, je veux arriver, parce qu'il va falloir y arriver à un moment donné, puis tu vas voir que tout ça a un certain sens à notre IPA. OK? Parce que là, j'ai une mission, moi, là. Il faut que je démêle tout ça dans ta tête. Oui, c'est vrai. Merci encore une fois. Je te suis très reconnaissant. Alors, on est encore dans l'histoire. Et là, je me réfère à mes notes un peu. C'était au 18e siècle, en fait, que la brasserie Bow, B-O-W, Bow, OK? Avec le brasseur qui s'appelle Hodgson, avait négocié des contrats d'approvisionnement. Bon, l'Angleterre est un pays impérialiste, on le sait, et à ce moment-là, il y avait des colonies assez importantes en Inde. On disait probablement aux Indes à ce moment-là. Le fameux Raj britannique. Exactement. Et là, c'était un contrat, là. Lui, il avait sa pale ale, OK? Il fallait qu'il l'amène aux Indes. Et comment tu l'amenais? Il y avait un seul moyen, c'était en bateau. Et le voyage en bateau, malgré la puissance des navires de la frégate commerciale anglaise à ce moment-là, ça prenait à peu près 4 mois. Il n'y a pas seulement le temps, il y a aussi des extrêmes. Il fallait passer à travers des températures assez extrêmes, assez chaudes pour se rendre aux Indes pendant 4 mois. Alors, la bière aurait probablement pas, surtout la petite bière anglaise, feluette un peu, là, à 3-4 % d'alcool. C'est ça, parce qu'il faut rappeler que la plupart des gens buvaient de la bière à un taux d'alcool inférieur à 3 %. Puis, par rapport à tous les problèmes dont tu parles, il y en a un autre aussi, les vagues. Les valses de la mer qui sont incessantes. Je vais te revenir avec une anecdote intéressante par rapport à ça. Okay, reviens-moi. Non, mais avant, je veux juste me rendre. Avant de revenir, je veux me rendre aux Indes. On est encore dans la lutte. Et après le 4 mois, en fait, la solution que ce monsieur Hodgson-là avait trouvée, c'est de dire, il avait lu quand même, c'était déjà connu à ce moment-là que le houblon avait des caractéristiques favorables pour la préservation des bières. En fait, on le sait, ça, depuis le 12e siècle, la sœur, la monesse, là, Hildegarde de Bingen, là, une monesse allemande qui avait découvert les bienfaits du houblon dans la bière. Et à partir de ce moment-là, le houblon est devenu, en fait, l'épice de la bière. On s'en sert depuis ce temps-là. Et donc, le houblon avait des qualités naturelles pour préserver et protéger la bière. Et donc, on s'est dit, on va ajouter plus de houblon pour la protéger et on va ajouter plus d'alcool qui va avoir un peu le même effet. C'est-à-dire que l'alcool va servir d'enveloppe un peu à la bière, la garder plus longtemps. Fait qu'on va juste mettre plus de choses dans la bière. Exactement. Plus d'alcool, ça veut dire plus de céréales. Exact. Puis plus de houblon, ce qui veut dire plus de saveur et de préservation. Oui. OK. Alors, le but était juste de lui assurer le voyage. Mais quand la bière est arrivée, ces caractéristiques-là, dues à l'alcool, et changer le profil de la bière. Et puis, quand on est arrivé en Inde, les gens ont bien aimé le produit. L'IPA était né. C'est-à-dire qu'on voulait maintenant goûter ce produit-là bien plus que la petite pale ale anglaise qu'on avait. On avait une pale ale aux hormones. Là. À ce moment-là... une pale ale sur les stéroïdes. Exactement. Puis à ce moment-là, on s'entend que la pale ale, quand on dit ajouter du houblon, beaucoup d'houblon puis de l'alcool, là, c'est une bière qui faisait... peut-être 5 % d'alcool, puis ou 6 maximum. Là, Ça, c'est fascinant parce que jusqu'au 19e siècle, je pense que même jusqu'au début du 20e siècle, en Angleterre, quand tu commandais une bière à 5 %, on te disait, faites attention, là, ça c'est une bière forte. Oui. Moi, je trouve ça fascinant parce que c'est l'époque où est-ce que
il était convenu chez les gentlemen et les bourgeois de déjeuner au whisky. Tu sais, il y a des raisons là, Mais pour lesquelles on fait des épisodes là-dessus, parce que c'est ouais, quand même, c'est inimaginable aujourd'hui. ouais, mais Puis je la dis pas bière avait pas les mêmes fonctions, hein. C'est pas c'est vrai, nécessairement la bière était pas faite pour libérer la gêne et c'est vrai, c'est ça, c'était plus un aliment. c'est ça, Bon. ouais. Et juste pour revenir Ben oui. à OK, donc ça, c'était acquis. La bière s'est rendue à bon port. Puis là, les gens se sont mis à pouvoir, parce que le mot s'est passé, à pouvoir exporter la bière aux Indes Mhm. en faisant de la IPA de cette façon-là. À un moment donné, parce que tu parlais de revenir. Parce que là, c'est beau, là, c'est de la bière qui est bu aux Indes. Les Anglais connaissent pas nécessairement la IPA. On Mhm. sait que ça fonctionne parce que elle se rend là-bas et est buvable. À un moment donné, il y a un cargo d'IPA qui fait naufrage. Tu parlais des vagues, tout ça. Il y a un Mhm. cargo, en 1827, en fait, un cargo d'IPA fait naufrage. Ça arrive, mais la cargaison a été sauvée. Et ils ont fait une vente aux enchères à Londres à ce moment-là. Les gens ont acheté de la IPA qui était destinée aux Indes. Et c'est de cette façon-là que la IPA est revenue, j'étais pour dire sur le continent, c'est pas vraiment sur le continent, sur l'île, en Angleterre, et que les gens ont pu, à Londres, découvrir la IPA et l'apprécier. C'est un coup monté, Alain. Ils ont fait ça par exprès. Oui, ben, ça aurait été plus simple de juste Oui, ça, c'est descendre de la vrai. brasserie là, mais tu sais, c'était Effectivement. pas le but. Le but était vraiment pratique, c'était Ouais. d'approvisionner les colonies. Et quand les gens ont découvert la IPA, ça a eu un succès, certains Mhm. succès, mais ça a pas resté. Les Anglais, c'est des gens de tradition. Mhm. C'était un peu trop, c'était le fun d'essayer quelque chose de nouveau, ils ont bien aimé, mais la IPA a pas réellement. Les gens étaient plus portés de boire de la PLL que la IPA, qui était une mode du moment, mais qui Ouais. n'a pas demeuré réellement. Et d'ailleurs, fait intéressant parce que les gens se demandaient, parce qu'ils disaient, bon, la PLL, là, on connaît ça, mais plus ou moins en Angleterre, on parlait plutôt de bitter. Est-ce que c'est la même chose, la PLL et la bitter? Ben, la réponse est oui. Et Hmm. à partir du Ah, 19e ouais. siècle, ouais, à partir du 19e siècle, il était courant d'appeler la PLL, pour les bières embouteillées, le même produit, mais quand on la buvait au pub, c'était une bitter. Alors, tu commandais au pub une bitter, mais tu l'achetais pour boire chez toi, puis c'est pas la tendance générale en Angleterre, mais si tu la faisais, si tu la prenais en bouteille, c'était une perrière. J'essaie de Voilà. m'imaginer la logique derrière ça, puis je dois admettre que mon imagination échoue. Ben, c'est parce qu'on a plus tendance, quand tu vas dans un pub, tu commandes sur bon, l'effet, le profil de la bière. Alors, tu prends Hmm. une mild, tu prends une bitter, Ouais. tu prends une strong ale, ou, Hmm. tu sais, alors, les gens commandent comme ça, tout naturellement, tu sais. Dans le fond, c'est juste des colloquialismes. Ouais. C'est des expressions locales pour qualifier la bière. Mhm. Pardon, pas la bière, parce que c'est pas un mot, mais la bière. Écoute, en ce moment, je suis en train d'écouter Peaky Blinders. Ah, oui, oui, Il y oui. a de Ouais. l'alcool partout là-dedans, puis Ouais. des cigarettes partout, puis Ouais. évidemment du crime partout. Mais une chose que je reconnais, c'est avant une bagarre générale, puis il y a une bagarre générale à tous les 2-3 épisodes, Thomas Shelby dit toujours à ses boys, only mild, c'est-à-dire juste de la mild, donc juste de la bière douce. À Exactement. chaque fois que c'est important, il leur dit pas de pas boire de l'alcool. Il leur dit, puis c'est un gangster anglais important, en tout cas dans la série, parce que dans l'histoire c'est un peu différent, mais c'est ça, il leur dit pas de pas boire d'alcool, parce que j'imagine que dans ce monde-là c'est inconcevable. Il dit, on boit juste de la bière Oui, oui, douce. garder sa tête. C'est correct que ça en prend 2-3, mais tu bois juste ça. Oui. Puis pour lui, c'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est déjà une limite importante. Mhm. Mhm. Hmm. Intéressant. On pourrait continuer. Tu sais, moi, je trouve ça fascinant, l'histoire ou la création des styles, hein, parce que il y en a, bon, sont créés par nécessité. Là, c'est un bon exemple, tu sais. Mhm. Aujourd'hui, puis je vais finir de te démêler parce que je voulais continuer un peu là-dessus, mais on y reviendra. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la IPA est revenue probablement tendance par la révolution microbrassicole. Quand tu dis, il me semble que c'est lié aux microbrasseries, les IPA, Mhm. tu n'as pas tout à fait tort. Parce que la IPA,
es en train de le dire, tu sais, c'est un style, un des nombreux styles dilués dans l'histoire et dilués dans le nombre de bières traditionnelles qu'on retrouvait dans chacun des pays, là. Donc, la Mhm. IPA appartient à la grande famille des ales anglaises, comme la Stout, le Porter, la Pale Ale, etc. Mais les Anglais n'étant pas des fervents de la IPA, ce n'était pas un style dominant dans Mhm. l'histoire. Quand les Américains se sont remis, parce que la révolution microbrassicole commence aux États-Unis, on a suivi un peu au Québec, bon, un peu, on a suivi au Québec, on n'est pas loin, et puis partout dans le monde, même en Mhm. Angleterre aujourd'hui, il y a une révolution microbrassicole, même dans les pays traditionnels. Mais quand les Américains ont commencé à faire des bières, les Américains n'ont pas d'histoire brassicole derrière eux. Ont pas, quelque part, c'est un lourd fardeau. Il faut que tu assumes la tradition. Donc, ils étaient beaucoup plus libres. Et les Américains, Mhm. étant des Américains, ont vu les caractéristiques des styles et quelque part, puis je pense pas que ça soit par un manque de talent. Je pense que c'est plutôt parce qu'ils aiment ça en mettre. Ils ont comme exagéré chacune des caractéristiques. Mhm. Alors, une bière qui a un profil un peu plus amer, comme la IPA anglaise, est devenue du jour au lendemain une bière très amère. Ils l'ont suramérisé. Ils l'ont suramérisé Ils comme l'ont suraméricanisé. à quelque part ça. Tu sais, c'est Ouais. bold, là, c'est pas pour être méchant, là, je veux pas parler. Je dis, quand je dis, bon, c'est pas subtil, il fallait qu'il fasse une marque. Tu sais, il Ouais. fallait voir la différence Parce que entre une ça bière de permettait de se microbrasserie. démarquer par rapport aux brasseries. Puis, si tu me permets une petite observation philosophique, moi, ce que ça me rappelle, c'est qu'une nation qui importe un produit étranger pour l'accommoder à son propre public a tendance à l'exagérer beaucoup. Oui, Puis c'est ça qui arrive, comme tu dis, avec la IPA. c'est ça. C'est Mhm. ça. Alors, ils ont pris la gageure un peu, t'aimes ou t'aimes pas. Et puis, effectivement, les gens qui n'aiment pas la bière, habituellement, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas de la bière? C'est l'amertume. Alors, et l'amertume, c'est un peu une drogue. La bière est une drogue, en fait. Et puis, l'amertume, quelque part, c'est qu'une fois que tu l'apprivoises, c'est un goût qui se développe et tu peux quasiment arriver en manque là, d'amertume. Tu sais, il y a une expression pour les buveurs de bière qui aiment l'amertume. Là, on appelle ça les hopheads, là, les têtes de houblon. Euh, c'est ça. Alors, ils ont pris cette gageure-là, de dire on va habituer les gens, et puis une fois que c'est acquis, ben, les gens en veulent, en redemandent. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on a retrouvé, le phénomène des IPA, les West Coast IPA, sur la côte Mhm. ouest des États-Unis, des villes comme San Diego, on retrouvait du jour au lendemain des centaines de brasseries, mais ils faisaient toutes de la IPA, là, tu sais, c'est comme Mhm. les gens en veulent, en demandent, en ont besoin, en tremblent. T'as la Silicon Valley, puis t'as la Houblon Valley. Ben, quasiment, oui. En fait, le houblon pousse plus au nord, c'était Ouais. quand même. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a développé, à cause de la demande, tu sais, c'est toujours l'œuf ou la poule, là. À cause de la demande des IPA, ben, on a développé des types de houblons qui allaient pouvoir répondre à cette demande-là. Et même, on a développé euh, une recherche et développement pour trouver des houblons qui sont de plus, qui correspondaient de plus en plus au goût du jour. Alors, tu sais, très rapidement, on est arrivé avec des houblons. Au début, on parlait de houblons plus pamplemousse, Mhm. des houblons un peu plus crisp. Là. Ou bien c'était sapin, ou bien c'était pamplemousse. Tu sais, avais comme deux grandes tendances. Et là, on s'est mis à développer des houblons beaucoup plus tropicaux. Là. C'est ce qu'on retrouve en ce moment. Citron, agrumes un peu encore, mais tu vas avoir des houblons un peu plus fruits de la passion, des houblons. Et il y a tout un Ouais. mélange, là, puis c'est bien fait, c'est assez... mais on va chercher des nouveaux goûts comme ça, des nouvelles variétés de houblon, et puis c'est un marché, chaque houblon. Regarde ce qui s'est passé pour le Citra, par exemple, et des fois on fait des bières, des IPA avec un seul houblon, des fois on va avoir un mélange de houblon. Là arrive aussi le phénomène des New England IPA, là où finalement la bière est très houblonnée, mais en arôme, pas nécessairement en bouche. Mhm. Alors, quelque part, on arrive près d'une espèce de jus de fruits Ouais. Puis tu le vois aussi alcoolisé. dans la consistance, dans l'opacité, turbide, un peu impétueuse, très, très, pas foncée, mais
très peu transparente, en tout cas, pour la plupart Boiteuse. des IPA. Comment? Boiteuse. Ouais, boiteuse, c'est bon. Pas boiteuse, mais bouetteuse. Ouais, c'est ça, la boîte. Ouais, c'est fou à quel point tous les termes que j'ai en tête en ce moment sont tous en anglais, mais on Ouais. s'entend que c'est normal, parce qu'on parle des États-Unis. Mais Oui, mais là, ouais, c'est un phénomène qui est assez mondial maintenant. Là. On ne parle plus seulement vrai. des États-Unis. Là. Ça a été adopté en terre nord-américaine, mais je te dirais même que tu vas en Europe maintenant et ces styles-là sont revenus. Là. C'est des styles à la mode, des styles contemporains qui correspondent sûrement à quelque chose parce qu'il y a une demande pour ça. Les gens apprennent, les gens aiment bien. Mais on ne parle pas encore de style classique. Là. Tu sais, je pense qu'on va revenir. Moi, j'ai toujours idée qu'on va revenir au classique parce que comme la bière qu'on boit en ce moment, qui est un retour à l'esprit classique. Oui, oui, probablement. Tu sais, ça n'empêche pas les autres, mais celle-là devient quasiment unique. C'est drôle parce que c'était juste ça qu'il y avait avant. Puis maintenant, on va tellement dans toutes les directions qu'on revient à quelque chose de plus unique quand on retourne à l'origine, à la base là, de l'IPA. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup de demandes, en tout cas, mettons, dans les brasseurs du temps, pour une bière comme celle-ci, qui est plus près des origines? Écoute, il y a une demande pour à peu près tous les styles de bière. Il y en a qui vont aimer ça une fois de temps en temps, je pense. Tu sais, ça fait partie de notre horloge dont je parlais tantôt. Là. C'est une des... Oui. Alors, les gens, au moins, la découvrent, savent que ça existe. C'est sûr qu'en ce moment, on a nous autres différents types de IPA, des styles qui sont plus contemporains comme la West Coast IPA. On n'a pas encore de New England IPA. Peut-être probablement qu'on va en avoir une cet été. Là. Finalement, on va répondre à la demande. Ouais, hein? Ouais, ça se C'est discute. bon, ça. Mais tu sais, on a une IPA, par exemple, à la Belge. T'sais, alors ça, c'est assez particulier. Notre Carpe Diem, c'est une IPA brassée relativement traditionnellement, avec des houblons peut-être un peu, qui sont un peu plus pâles que la IPA d'origine, mais à laquelle on a mis, en fait, qu'on a brassé, qu'on a fait fermenter avec une levure belge. Et les levures belges, leur utilisation, c'est toujours un peu le même profil. C'est des bières qui vont être plus fruitées, qui vont donner ce côté-là à la bière. Et donc, on arrive, tu sais, là, c'est des styles hybrides. Là. Alors, l'IPA n'est pas belge, ça, c'est certain. On dit à la belge parce qu'on y a mis une levure belge. Mais c'est un style qui est en train de devenir plus courant. Les IPA belges ou les IPA à la belge, c'est des IPA brassés ou fermentés avec une levure belge. Il y a on a une Session IPA, là, une bière, une IPA moins forte en alcool. Et là, ça m'amène à quelque chose aussi d'intéressant parce qu'on a aussi, dans l'éventail d'alcool, si tu veux, la IPA, la Session IPA, on a des IPA plus traditionnelles, mais on a une Impériale IPA, une IPA impériale, une IPA. Qui s'appelle la Diable au corps, qui a 9 ou 10 % d'alcool, alors que la Session a 3 % d'alcool. Et là, ça m'amène au IBU, la fameuse question des IBU. C'est combien d'IBU a ta bière? Ça importe peu vraiment, parce que du côté consommateur, c'est le IBU perçu qui est important. T'sais. Ça ne veut pas dire qu'il y a c'est plus relatif. Oui, IBU, pour ceux qui ne savent pas, International Bitterness Units, là, c'est un bon... donc, une bière qui peut avoir, par exemple, dans la session, la IPA session qui fait 3 % d'alcool, je ne sais pas, je n'ai pas fait mes recherches, je ne sais pas exactement combien d'IBU qu'il y a là-dedans, mais mettons qu'il y a 30 IBU, alors que notre Diable au corps, sur l'étiquette, c'est dit 100 IBU, OK? Ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement plus amère. C'est l'amertume perçue par la bouche humaine. Le fait qu'il n'y ait pas d'alcool pour contrebalancer, elle va te sembler beaucoup plus amère et tranchante dans une session IPA à 3 %, même s'il y en a moins que dans la Diable au corps, où il y en a plus, mais qui fait 9 % d'alcool. Donc, il y a le sucré qui va contrebalancer. La perception d'amertume est moins là. C'est une bière équilibrée, quasiment sucrée, même s'il y a un IBU très élevé. Donc, juste faire attention, des fois, l'IBU ne veut pas dire nécessairement qu'une bière est plus amère au goût. C'est pas en tant que tel un gage d'amertume, que ce soit beaucoup d'amertume ou peu d'amertume. Mais ce que tu dis, ça a du sens, puis... Évidemment que ça a du sens. Merci. je m'entends parler. Ça n'a pas beaucoup de sens. J'aurais pas aimé ça que tu me dises ce que tu dis. Ça n'a pas de sens. ça serait jamais arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser à une autre raison pour laquelle le EBU
serait très relatif et nécessiterait d'être prêt avec un grain de sel. Parce que j'ai un ami qui brasse depuis très longtemps. Oui. Et puis lui, il a une excellente appréciation de la bière, du goût, des quantités, des quotas. Il a une approche très scientifique au brassage. Mais de son propre avis, il me dit qu'il ne goûte pas l'amertume ou très peu. Il ne mesure pas bien l'amertume. Puis là, moi, ce que ça me dit, c'est que nécessairement, la relativité de l'IBU doit provenir du fait que nous n'avons pas toutes les mêmes papilles gustatives, que les langues ne sont pas toutes créées égales Exactement. au point de vue de capter certaines saveurs ou flaveurs. Effectivement, quelqu'un qui est très habitué à l'amertume des bières est capable d'en prendre beaucoup plus que quelqu'un qui n'a jamais pris une bière amère, là. Oui, tu as tout à fait raison. Alors, la perception des goûts, ça, c'est un chapitre, là. La psychologie des goûts, la perception, et, même au niveau physique, il y a certains goûts, certaines sensibilités. La température de la pièce, la température à laquelle on sert la bière. Faites l'exercice juste pour le fun. Bon, on parle de IPA, mais en une à température pièce. Comme la boiraient les Anglais, par exemple, mais en une au frigo. La même bière, déguste-la ou fais-la déguster à l'aveugle. Les gens vont, et avec raison, la décrire de façon différente, un profil différent, puis ils vont être les premiers surpris en disant que c'est la même bière prise dans la même caisse. Là. Ouais. Je pense que je sais de quoi tu parles. Très récemment, j'ai goûté une bière brassée avec un de mes amis, une bière de blé. Et puis, on y a toutes les deux goûté. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est est excellente et très bonne. Dans la réalité, je suis pas si bon que ça pour brasser. Très bonne, on s'entend que c'est quand même, c'est pas raté, c'est pas contaminé, c'est peintable. Donc, c'est déjà un bon début. Puis moi, j'ai goûté, étant en température pièce, j'ai dit, c'est dégueulasse, c'est pas bon. C'est juste parce qu'elle était pas froide. C'est une bière de blé, il faut boire ça froid. Puis je pense que ça s'étend à beaucoup de styles différents. Mais revenons un peu à nos moutons et à notre tentative héroïque de me démêler moi-même. Oui. Donc là, il y a quelque chose sur lequel on s'entend. Le houblon joue un rôle définitif dans l'adoption de la IPA comme une bière d'exportation anglaise qui va devenir très populaire à Londres, mais pas tant que ça, parce que ça va un petit peu contre les attentes communes qui sont d'une bière plus mild, pas trop houblonnée. Bref, pour des pale ale qui sont un peu à mi-chemin entre le stout, qui est quand même assez roborative, et puis une IPA, c'est-à-dire une quantité d'alcool très basse, puis pas trop de houblon. Donc ça, on sait ça. On sait que l'alcool joue un rôle de préservatif. Et puis on sait aussi que la révolution brassicole va aller puiser dans l'espèce de tradition de IPA d'exportation, va magnifier, ou plutôt exagérer la quantité de houblon et l'amertume, puis ça va devenir la grande définition de l'IPA nord-américaine. Aujourd'hui, qu'en est-il des IPA, mettons, en Angleterre, au Canada ou en Europe? Est-ce que l'explosion de houblon dans la bouche, est-ce que le côté arrache-gueule à force d'amertume est aussi une tendance internationale? Oui, je pense que c'est une tendance contemporaine. Et puis, par le fait que les microbrasseries se distinguent par des bières, en fait, étant des bières de goût, et la microbrasserie est un phénomène mondial. On retrouve ça, puis c'est en croissance partout. Et donc, on mise sur cette valeur-là, le goût de la bière. Donc, on ne lésinera pas sur les ingrédients, pas aujourd'hui, pas dans le monde dans lequel on vit, qu'on est habitué d'avoir tout rapidement. Donc, on va avoir le goût rapidement. On ne prendra pas, tu sais, ou bien si tu veux ça, puis tu fréquentes les microbrasseries, tu consommes des bières de microbrasserie, tu veux le chercher, tu veux l'avoir, c'est un choix que tu fais. Donc, on va continuer à t'en donner beaucoup, OK? Si on était resté dans l'idée que ton but premier, c'est d'aller au pub, par exemple, pour socialiser, et puis, bon, la bière, c'est la bière qui est là. Puis, on choisissait pas une bière. Les pubs, de fait, appartenaient à certaines brasseries. Donc, on t'imposait finalement la bière. Et là, ben, on choisissait quand même le style, que ce soit, puis on l'appelait, comme j'ai dit tantôt, la mère, la bitter. On avait quand même un certain choix à faire, mais c'était pas un choix délibéré sur les ingrédients
ingrédients, surtout quand tu choisis, tu as 300 choix de bières différents, ben, il y a quelque chose que tu cherches quand tu fais quand tu poses l'action là, où tu vas d'acheter une bière. Alors, moi, je pense que c'est là pour rester un certain temps et on va miser justement sur des goûts nets, francs, différents aussi. On n'a pas fini d'explorer Mhm. le monde de l'amertume, des IPA, des houblons, etc. Je tiens à te préciser que je suis d'avis personnellement que l'amertume a un futur doré. Oui, bon, excellent. Oui, Mais tout ça me fait penser aussi à la IPA comme étant aussi, tu sais, on parlait de tout ce qui affecte, mettons, le goût de l'IPA, puis on a parlé un petit peu, mais de façon tendancielle, au côté psychologique. Moi, ce que je vois, là, puis corrige-moi si t'es pas d'accord, c'est que l'IPA, c'est un peu un statut social. C'est que c'est un peu... C'est pas juste le porte-étendard des microbrasseries, c'est aussi l'équivalent brassicole des sensations extrêmes. Parce qu'une bière fortement houblonnée, ouais, c'est une expérience extrême, si on veut. C'est une bière là, qui est tellement amère puis ouais, houblonnée qu'elle est dans comme une West Coast. ouais. C'est quelque chose qui... Ça te donne du punch. C'est un peu un poing dans la gueule. Ouais, ouais, c'est un statement, là, comme disent les C'est Anglais. ça, Sauf oui. que c'était peut-être le cas au début, tu sais, comme ça a été le cas aussi d'avoir des bières fortes en alcool. Tu sais, quand Mhm. Unibroue est rentré sur le marché avec des bières à 8%, on n'avait jamais vu ça. Moi, je me rappelle dans le temps, quand j'étais plus jeune, la Ouais, Bradard de Molson, c'était ouais. la plus que bière signée Molson, puis c'était une bière extrêmement forte. Elle Qui est faisait à 6% 6%. Puis ça, d'alcool. c'était extrêmement Ah fort à oui, l'époque, là. c'était un nectar. Il y Wow! avait, tu sais, c'est là où ils ont empêché d'appeler ça une bière. Tu sais, c'était une liqueur de malt là, à 6%. Sérieux? Mais Ouais, c'était en ouais. quelle année, Ah, ça? écoute. Les années Hein? 90? Oh, 80, là. Oui, oui. Ah, Alors, ouais, la plus. comme en Angleterre à la Révolution industrielle, qui ont dit, ben, je veux dire, jusqu'au début du 20e siècle, attention, là, c'est une bière à Ouais, 5%. ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est parce que Wow! là, c'est une autre histoire. C'est parce que là, les gros protégeaient le marché. Mais il n'y avait même Ben pas oui. il y avait même pas de menace dans le marché. Il y avait tout le marché. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mhm. Alors que les micros, quand ils sont arrivés, ben, c'était des loose cannon, là, comme disent en anglais encore. Oui. Alors, ils pouvaient aller dans toutes les directions. Et il n'y a rien qui interdit. Bon, appelle ça comme tu veux maintenant. Bon, l'idée, le boisson. Liqueur de malt, c'est tombé. On parle d'autre chose. Là. On parle des alcools de malt, là, Mhm. des poppers et autres. Mais la bière comme telle, ben, on a permis, on permet, mais quand Unibroue est arrivé avec ses bières à 8% d'alcool, avec plein de goût et tout ça, ben là c'était ça la claque dont tu parlais tantôt là, pour les Ouais. IPA, mais c'était l'alcool. OK? Alors la première chose, les gens allaient là puis se mettaient au défi de boire des bières plus fortes en alcool. Après ça, ben oui, est arrivée la tendance IPA. Moi, je pense que je suis plutôt en tendance parce que d'un autre côté, je pense qu'il y a un retour du balancier aussi. Il Hmm. y a une tendance maintenant qui revient vers les pils, qui me fait bien plaisir aussi. Donc, on Mhm. va sur des bières un peu plus, bon, des bières de soif, mais bien faites. Alors, il y a toutes sortes de, bon, des pils ou des bières de fermentation basse, les lagers, tout ça. Hmm. Pils, entre autres, parce que c'est le style le plus populaire, mais tu sais, on a des bières faites en dentelle, là, un peu. Tu sais, c'est très Mhm. subtil, c'est pas des gros goûts bold, là, comme Mhm. c'est pour ça que je parle de retour du balancier, là, comme la IPA, par exemple, où tu as un goût corsé, une claque. Là, tu as un goût plus subtil, plus Une frais, caresse. une caresse. Voilà, c'est bien dit. Après la claque, la caresse. Alors, moi, je pense que ça va par des tendances comme ça. Tu sais, Ouais. puis il y a eu les Ghosts, il y a eu les bières acidulées. Il y a, Ouais. tu sais, puis c'est C'est une correct. valse, c'est Ben, une c'est le danse. fun, Ça ça. revient, ça passe d'un pied à C'est le l'autre. fun. Puis le marché rendu là, c'est ça qui est intéressant à constater, c'est de dire que les gens aiment ça, essayer des nouvelles choses, aiment ça goûter Hmm. les produits, et puis font des choix. Puis bon, tant mieux, la micro a je parle des microbrasseries, ont cette possibilité-là de se revirer rapidement, tu sais, pas comme, puis c'est un pied de nez un peu qu'on fait aux grosses brasseries qui ont vraiment rien à Hmm. faire avec ça. Là, ils peuvent rien faire, eux autres, avec leurs gros fermenteurs, ils sont pris là, à écouler des stocks Ouais. Ben écoute, traditionnels, et puis... ils peuvent acheter les microbrasseries. Ça, c'est un autre sujet, c'est une Un autre autre sujet. conversation. Un autre- Mais Ouais. c'est, encore une fois, ça renchérit ma vue personnelle qui est celle d'une espèce de danse, d'une espèce de valse. Puis si on prend une espèce
de pas par derrière pour qu'on regarde ça à l'échelle de la société, ce que ça me dit, puis ça me rassure un peu, c'est que pour autant que les gens, en général, sont conservateurs, veulent faire les mêmes choses, il y a toujours cette espèce de curiosité-là pour des nouveaux goûts puis des nouveaux produits. Puis ça, ben, tu sais, ça veut quand même en dire beaucoup par rapport à la société. Oui, pour autant que tu as des gens qui sont réfractaires à tout changement, tu as des gens qui sont en même temps, et parfois même souvent les mêmes, mais de façon différente, Mhm. très intéressés par un changement, ne serait-ce que parce que c'est nouveau puis c'est différent. Oui. Puis la IPA est ce véhicule-là. Oui. Je sais pas si c'est une énorme digression philosophique, mais tu sais, je te dis ça à cause de toutes les espèces Oui. d'hybridité, de toutes les espèces de symbiose, de IPA fusion qui existent. Oui, 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 oui. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que la IPA va rester comme style classique parce que la IPA représente les bières houblonnées là, Mhm. en grande partie. Tu sais, c'est rare les bières, en fait, à moins qu'on crée des nouveaux styles, là, mais où le houblon est aussi dominant. Tu as des bières sûres, tu as des bières sucrées, tu as bières aux fruits ou autres, tu as des bières. Mais les bières amères, pour ceux qui aiment ce goût-là, vont se retrouver dans des variations de Hmm. IPA. Alors, oui, c'est là pour rester. C'est un des goûts amer, sucré, salé, acide. Donc, l'amer est un goût de base qui va toujours exister, qu'on va toujours Hmm. vouloir retrouver dans les bières. Et puis, ça m'amène à ma dernière question. Oui. La question la plus importante, entendons-nous. Toi, là, Oui. copropriétaire du BDT, amateur de IPA, Oui. c'est quoi ta IPA favorite? Oh my God. Tu la redoutais, cette question-là, Non, la hein? question T'avais qu'il faut pas peur. poser. La question à genre moins 100 000 $. Ben, ouais. Puis moi, j'étais un gars, c'est tellement relatif. Hein. Ouais. Je suis vraiment pas. Moi, j'ai pas un club de hockey pour lequel je prends Mhm. depuis que je suis jeune. Tu vas J'ai me pas dire que une bière. ça dépend en fonction de la Ça- température de ton humeur, etc. c'est plate de même ma réponse, tu sais. Je suis Puis, terriblement puis déçu. ça pourrait même pas, ça pourrait ne pas être une IPA aussi à ce moment-là. Ah non. Ben oui. Alors, mais regarde, moi j'ai toujours bien aimé les West Coast, là, par exemple, Mhm. parce que c'est doux, c'est prononcé, mais en même temps, je trouve que dans son extrême, c'est bien équilibré. Il y a Wow. un petit, ben, c'est les houblons plus agrumes, moi, qui m'intéressent. Tu sais, Mhm. par contre, tu sais, des fois, je vais pouvoir revenir à une bière plus maltée parce que j'ai besoin de cette chaleur-là, de cette Ouais. rondeur-là en Ouais, bouche, ouais, le goût ouais. terreux un peu plus. Tu sais, ça va Mais dépendre. je suis d'accord et je te dirais que je ressens les mêmes choses. La West Coast, il y a Gainsbourg qui fait une West Coast qui s'appelle la Road Trip. Mhm. Pour moi, c'est le plus meilleur nom choisi jamais dans toute l'histoire pour une IPA. Tellement que ça chambarde la façon dont j'ai structuré la phrase. Euh, c'est ça que je ressens. Ouais, ouais. C'est une aventure extrêmement riche, puis je sais qu'il n'y en aura pas deux ou trois de même. Tu sais, c'est pas mal unique. Là. Mhm. C'est très bon. C'est pas si peintable que ça, en général, à cause du taux de pourcentage d'alcool. Puis en même temps, la IPA plus traditionnelle, moi, je le goûte, le retour aux sources. Je goûte le foyer qui est pas loin dans le pseudo-bar Ouais, irlandais ouais. dans lesquels ils étaient peut-être servis il y a à peu près 100-150 ans. Tout ça pour dire que il en va du houblon comme du monde. Ça prend toutes sortes de houblons pour faire un monde de houblon, puis ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ouais, ouais, ouais. Et sur ces grandes paroles de Comment mieux finir? Ben quasi-sagesse, oui, comment mieux finir? exactement. Ben écoute, moi je te lève mon verre. Ben, il va falloir que tu le remplisses un peu plus. C'est vrai, on va faire ça dans un autre épisode. Hey, un gros merci pour avoir Merci, été avec nous. Pierre-Olivier. Ben oui, c'était un grand plaisir. Puis j'en profite pour vous dire à vous là, qui nous écoutez que les Brasseurs du Temps sont à Gatineau, sur la rue Montcalm, ou 170 rue Montcalm. Puis ils ont une belle terrasse. Puis ils sont bien le fun. Ils ont une horloge aussi, hein, si jamais vous cherchez une façon de passer le temps. Effectivement. Et puis, aussi très important, si vous nous aimez, ben dites-le nous. Vous avez le droit de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire. On est très interactifs. On aime interagir avec les gens. Et puis, voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine fois. Puis, cheers!